Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus à ce 70e webinaire Parlons RH. Je suis Thomas Chardin, c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire en ce début d'après-midi du 9 mars. Webinaire qui porte sur le sujet suivant, la santé mentale, un pilier stratégique de la QVT. Vaste sujet et sujet important, surtout dans le contexte dans lequel nous nous situons. Et j'ai le plaisir de recevoir Angelica Barrero-Guinan, qui est psychologue et coordinatrice clinique chez iFeel. Merci beaucoup, Angelica, d'être avec nous en distanciel. Malheureusement, tu n'as pas pu nous rejoindre pour des raisons de grève, malgré toute ta bonne volonté de Madrid à Nanterre-Ville. Mais merci beaucoup d'être là avec nous ce matin. Non, merci. Et encore une fois, sois la bienvenue et soyez toutes et tous les bienvenus à ce webinaire. Alors, quel va être le sommaire de ce webinaire? Comme tous les webinaires Parlons RH, 3 temps forts. D'une part, Angelica va nous préciser peut-être les termes de ce sujet, de quoi va-t-on parler exactement, et puis peut-être par extension de quoi ne va-t-on pas parler. Deuxième sujet important, mais pourquoi justement c'est important? Quels sont les bénéfices qu'on peut tirer de, j'allais dire, la mise sous contrôle de la santé mentale? Le mot est mal choisi, je crois. En tout cas, le fait de se soucier de ce sujet-là, plutôt comme ça qu'il faut le présenter. Et puis, dans un troisième temps, on verra les champs d'application, les différentes étapes éventuellement par lesquelles passer entre le curatif et le préventif. Comment bien adresser en profondeur, de façon professionnelle, ce sujet. Mais ça, c'est Angelica qui va vous le décrire et le partager avec vous. Quelles sont les modalités de ce webinaire? Il durera 45 minutes, donc on s'arrêtera à 14h45 précise. Vous pouvez utiliser la boîte de chat pour vous saluer tous et n'hésitez pas à vous présenter les uns les autres, le prénom, éventuellement la société, la taille de l'entreprise et sa localisation. Ça nous fait toujours très plaisir de voir qu'en fait, on rayonne pas que sur toute la France et le territoire français, mais même plus largement. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser la boîte de chat. En revanche, pour poser vos questions, vous avez un autre espace qui est l'espace questions, qui est juste à gauche de la boîte de chat. Et c'est cet espace-là que vous devez utiliser, pas que vous pouvez utiliser, mais que vous devez utiliser pour interroger Angelica sur ce sujet de la santé mentale et de la QVT. Franchement, n'hésitez pas à utiliser cet espace-là. Vous pouvez aussi, et nous vous invitons à le faire, à voter sur les questions des autres participants, ce qui nous permet, nous, de pouvoir un petit peu, j'allais dire, trier, en tout cas de prioriser. On ne trie pas, on prend toutes les questions. En revanche, de pouvoir les prioriser, parce que parfois, il y en a beaucoup, et c'est tant mieux, c'est vraiment ce qu'on souhaite. On s'appelle Parlons RH, donc on veut faire résonner notre raison sociale. Par les RH, il faut être plusieurs, ce n'est pas un monologue RH. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser cet espace de questions. Et à la fin de la présentation, vous pourrez éventuellement, si vous le souhaitez, la télécharger. Voilà pour le contexte de webinaire. Et avant d'adresser tout de suite cette première question, de quoi parle-t-on quand on parle de santé mentale et de piliers stratégiques de la QVT, Angelica, est-ce que tu peux te présenter à notre audience, que je sais très nombreuse aujourd'hui, c'est tant mieux. On n'est pas loin d'avoir eu 1000 inscrits, donc ça montre tout l'intérêt du sujet. Donc te présenter à notre audience et puis présenter pour ceux qui ne connaîtraient pas la société iFeel et qui vous êtes, que faites-vous? Oui, bien sûr, Thomas, merci beaucoup encore une fois pour être ici, pour cette invitation. Je suis absolument ravie et au nom d'iFeel aussi, nous sommes absolument ravis d'être ici. Je suis Angelica, j'ai fait mes études en psychologie. Puis après, j'ai travaillé dans le secteur ressources humaines dans une très grande entreprise. Puis après, j'ai changé un petit peu ma direction envers une agence de publicité où on a travaillé beaucoup en recherche et planification stratégique. Alors je peux bien parler un peu de stratégie et comment ça marche avec les marques et d'un point de vue psychologique parce que c'est toujours de la psychologie appliquée. Puis j'ai fait des études de marketing et neuromarketing, puis après des études de psychologie clinique et je suis puis basculée un peu sur les thérapies de troisième vague. Ce sont des thérapies qui mettent en valeur le contexte de la personne et les problématiques psychologiques en faisant une petite distance avec les diagnostics cliniques proprement dit.
Et voilà, je suis psychologue clinicienne depuis 8 ans. Je vois des patients, je travaille globalement, je travaille beaucoup en thérapie online, en 4 langues. Je 4 travaille langues. avec des patients, ouais, je travaille avec des patients en espagnol, en français, en anglais, en italien. Partout un peu dans le monde, c'est la merveille de la thérapie online. Aujourd'hui, je ne peux pas être avec vous là-bas, mais on peut quand même discuter comme ça et c'est fantastique. Je suis aussi prof de psychologie dans la matière de troubles dépressifs, de leadership, dans un institut privé de formation en psychologie à Madrid. Je fais des collaborations avec des moyens de communication, je suis tutrice de TFM, j'ai des élèves en stage. Et bon, je suis un peu curieuse du monde, alors je fais un peu tout. Et puis chez iFeel, je suis coordinatrice clinique, aussi thérapeute bien sûr, mais coordinatrice clinique. Alors je travaille main à main avec très prochainement avec le team Sales et Customer Success, et on essaie tout le temps de voir nos clients être avec une grande et meilleure santé mentale et les accompagner. Je fais pas mal de présentations pour eux, pour nos clients, en anglais, en français aussi, en espagnol surtout. Et bon, c'est accompagner les DRH, c'est accompagner les employés et bon, accompagner dans des situations de crise que tout le monde peut avoir. Une grande spécialiste de la professionnelle accomplie de la psychologie. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots iFeel, qui vous êtes et ce que vous proposez au marché, mais rapidement pour qu'on entame vite le webinaire. Je risque d'avoir comme à chaque fois quelques questions parce que ça taraude moi aussi ma curiosité. Parfait. Chez iFeel, a été fondée en 2017. C'est une entreprise leader en matière, comme on dit, de bien-être émotionnel pour les entreprises. C'est une entreprise qui a commencé avec l'histoire d'un de nos fondateurs qui cherchait du soutien émotionnel, du soutien thérapeutique. Et il se trouvait avec avec les 3 grands problèmes des fois de la psychologie clinique, c'est la stigmatisation de la santé mentale. Il a trouvé une difficulté au moment de chercher un psychologue. Quand on commence à chercher, on ne sait pas trop. Et il y avait une partie financière aussi, c'est quand même vu des fois comme un luxe. Il y a un rang entre 50, 90, même 100 euros par heure. Alors, c'est un peu une démarche pour chercher aussi démocratiser la santé mentale. Et puis, pendant la pandémie, on a basculé pour les entreprises. Les entreprises commencent à voir la santé mentale comme un événement, comme une partie stratégique, et on commence à travailler avec eux. Nous sommes présents dans 30 pays, plus de 21 langues, et on a plus de 500 professionnels qui travaillent avec nous. Ce sont des psychologues cliniciens, experts dans ces matières, parce qu'on a des différentes orientations psychologiques, et qui poursuivent une formation interne avec nous et une supervision continue. Nous sommes basés à Madrid, en Espagne, et voilà notre LinkedIn, iFeel Emotional Wellbeing for Modern Organizations, où tout le monde peut aller nous chercher un peu. Grosso modo. Merci. J'ai quand même toujours quelques questions. Je suis désolé avant de passer à la suite du webinaire pour qu'on sache bien à qui on a affaire. Et puis surtout pour me faire un peu peut-être l'avocat du diable, c'est ça le but d'un animateur. La psychologie, parfois, c'est un peu considéré comme une science molle. Quel type de psychologie vous proposez ? Ouais, c'est tristement considéré comme ça, c'est pas du tout le cas. Et nous, ce qu'on cherche, c'est tout le temps de faire une psychologie basée sur l'évidence scientifique. Alors, on cherche des orientations qui sont basées sur l'évidence, on appelle alors des formations cognitivo-comportementales, troisième vague, l'humanisme, les grandes orientations. Et c'est pour ça qu'il y a un processus de sélection pour les psychologues c'est un processus vraiment rigoureux, créé par les propres superviseurs en psychologie chez iFeel. Alors, on cherche tout le temps de bien mettre cette partie scientifique et de montrer que l'aide psychologique, elle est basée sur la réalité et sur la science. Scientifique et empirique. Je vois juste qu'il est marqué effectivement de bien-être émotionnel, mais le bien-être émotionnel, est-ce que ce n'est pas un pléonasme ? Est-ce que tout bien-être, il n'est pas forcément lié aux émotions ? Pas nécessairement, parce qu'il y a aussi le bien-être physique. Des fois, on met trop l'accent sur la partie physique, physiologique,
On sait quand, par exemple, si j'ai mal à la tête, je sais qu'est-ce que je dois faire. Mais quand j'ai mal au cœur, mais quand j'ai mal, comme on dit des fois, à l'âme, on ne sait pas qui chercher, on ne sait pas comment faire. Alors, on doit vraiment faire la différence. Même si quotidiennement, nous sommes une seule personne qui sommes une partie physique et une partie psychologique, on peut se séparer un peu au niveau théorie. Mais il faut mettre l'accent sur le bien-être émotionnel et puis aussi la santé mentale dans une partie un peu plus, disons, clinique, dans une direction un peu plus clinique. Justement, le bien-être émotionnel, est-ce que ça reste pas un peu tabou dans les entreprises même? Je dis un peu mais carrément beaucoup même. Ouais, j'adore cette question parce que c'est vrai que c'était un tabou. Mais si aujourd'hui on commence à parler, là il y a des personnes qui nous regardent un peu partout. Si on commence à parler de ça, si on commence à en parler dans les entreprises qui sont finalement celles qui ont la grande partie des êtres humains, finalement beaucoup de nous sommes dans des entreprises. Si on en parle, alors le tabou il devient un peu plus petit. Et c'est là où on travaille. Alors oui, c'était un tabou, mais on commence déjà à parler et on commence déjà à développer le sujet d'une manière toujours plus généralisée. Dernière question, parce que ce n'est pas l'objet du webinaire, mais voilà, c'est moi qui suis un peu long. La nature de vos clients, est-ce qu'il y a un secteur d'activité ou une taille d'entreprise spécifique? Et puis, en fait, très concrètement, est-ce que tu peux nous dire en une phrase ce que vous proposez? Si je suis un DRH d'une entreprise de 3000 salariés, c'est quoi très concrètement le service que vous proposez? Donc, client, très concrètement, client et tout ce que vous proposez, et puis on rentre tout de suite après dans le vif du sujet. Très rapidement, les clients, ce sont des grands comptes. On a commencé avec une orientation, disons, B2C, avec des patients individuels. Et on développe vers une stratégie B2B pour les entreprises, des grands comptes, accompagnement, les services associés, accompagnement au RH, mais aussi thérapie pour les employés. Thérapie pardon? Pour les employés. Pour les employés. Pour les salariés, pour les collaborateurs. Thérapie psychologique pour eux. Mais sur digital, en présentiel? Thérapie online. Ouais. Online. Et via une application, via un site? Il y a une application développée par nous-mêmes. On a des développeurs tech fantastiques qui développent l'application et tout se fait à travers l'application. C'est absolument confidentiel, bien sûr. On cherche tout le temps à être avant-garde aussi technologique en ce sujet. Fabienne nous pose, et je pense qu'elle s'adresse à moi, une question très pertinente qui est: aurons-nous le temps d'avancer sur la présentation? La réponse est oui, on avance tout de suite, Fabienne, toutes mes excuses. Mais forcément, quand on a une experte d'un sujet, ça donne envie de creuser. Alors, tout de suite, on commence dans le webinaire. Pardon d'avoir pris ce temps préalable, mais pour faire connaissance. Angelica, est-ce que tu peux nous décrire le cadre de ce webinaire et nous donner quelques définitions des concepts qu'on va utiliser? Parfaitement. Les concepts clés de quoi on va parler aujourd'hui, on va parler bien sûr de santé mentale. Si c'est une psychologue, on parle bien sûr de santé mentale et je vous apporte une définition un peu générale, mais celle qu'on utilise normalement. La santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Là, je vais faire le point sur ça consiste pas seulement en une absence de. Ça veut dire qu'on doit rajouter quelque chose. Ça veut dire que c'est pas seulement le fait de ne pas être malade, de ne pas être en dépression ou passant par un trouble d'anxiété. On doit ajouter quelque chose et on doit ajouter des aides, des outils pour faire face aux enjeux. Après, on va parler aussi de stratégie. Des définitions de stratégie, il y a quand même beaucoup, mais alors je prends une un peu plus générale qui puisse prendre tout. Une manière d'élaborer, de diriger et de coordonner des plans d'action afin d'aboutir à un objectif déterminé, programmé sur le court, moyen et long terme. Au niveau stratégique, les entreprises commencent à reconnaître l'importance de la santé mentale, surtout parce qu'on peut voir, et on va le voir plus en avant, comment ça s'applique à 3 niveaux d'entreprise et aussi dans chaque stratégie de chaque département, disons. Et finalement, la QVT, la qualité de vie au travail, l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, nous propose
comme définition les actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail pour les salariés et de l'autre côté la performance globale des entreprises. D'autant plus quand les organisations se transforment, je crois que nous tous ici reconnaissons qu'il y a à peu près pas 3 ans, tout s'est transformé dans nos vies. La santé mentale a pris une importance majeure. Alors, il faut quand même voir cette amélioration des conditions de travail et comment ça va avoir un effet sur la performance des entreprises, surtout quand il y a des aspects qui affectent directement les personnes dans les entreprises. On ne peut pas faire cette séparation si marquée entre cette vie personnelle et au travail, comme on a bien vu il y a 3 ans, dans un confinement qui nous a fait fusionner un peu ces deux parties de nos vies. C'est grosso modo ce qu'on va voir. Voilà le sujet, la santé mentale, un pilier stratégique de la QVT. Je vous invite toujours à poser vos questions comme vous avez pu le faire et j'en pose tout de suite une pour entrer dans la dynamique de questions-réponses aussi, même si on va poursuivre juste après la suite de ce webinaire. Joséphine te pose la question suivante. Y a-t-il un lien entre santé mentale dans l'univers professionnel et l'évolution de la valeur travail, en particulier la question du sens au travail? Y a-t-il un lien entre santé mentale et l'univers professionnel? Ouais, il y a un lien vraiment étroit, si on peut dire, un lien vraiment fort. Parce qu'il y a des personnes qui sont quand même, des personnes et partout, et c'est pas un problème, qui mettent de la valeur à son travail, le travail, on dit des fois que le travail dignifie, je ne sais pas si je suis complètement d'accord avec cette phrase, mais c'est vrai que le travail donne un sens d'identité beaucoup de fois. Alors, si on commence à mettre l'accent sur si je me sens mal dans mon travail, dans mon poste de travail, si je suis pas mise en valeur, si on reconnaît pas ce que je fais, si je n'ai pas de santé, pas de santé mentale, mais de sécurité psychologique, difficilement je vais évoluer dans ce que je veux faire, de ce à quoi je veux arriver. Alors oui, il y a un grand lien et on commence à voir que quand les personnes se sentent en santé et tranquilles et calmes et en sécurité dans le travail, la productivité augmente vraiment. Alors oui, il y a un lien. On va le voir plus en avant. On va le voir, mais n'hésitez pas. Ah, zut, j'ai cliqué une fois de trop. Donc, n'hésitez pas à continuer à utiliser cet espace pour les questions, pour pouvoir échanger, faire vos retours d'expérience aussi. Mais voilà, posez des questions à Angelica. Alors, on a vu quel était le sujet qu'on en a adressé. Est-ce que tu peux nous en dire pourquoi c'est important justement, ou quels sont les bénéfices que peut tirer d'une meilleure prise en compte de la santé mentale dans la stratégie QVT? Parfait. C'est important finalement pour deux raisons clés. La première, il y a un coût quantitatif finalement si on parle d'entreprise, si on parle de salariés, si on parle de business, on parle d'argent, même si c'est un peu froid, mais c'est ça, c'est la réalité. Et par an, on commence à voir qu'il y a aux alentours de 14 000 euros par an et par salarié. C'est un coût de désengagement. Comme on disait avant, s'il y a des personnes qui se sentent désengagées du travail, ça ne va pas seulement être un coût de santé mentale et une difficulté de santé mentale, mais aussi pour les entreprises, un coût finalement. Il y a une perte de productivité l'absentéisme généré par ce désengagement termine par créer une perte de productivité et de turnover. Finalement, le turnover, c'est aussi qualitativement en parlant, c'est très difficile à gérer pour les entreprises. Une personne qui rentre constamment et qui change constamment de travail ou d'équipe, c'est difficile à gérer et c'est ça ce qu'on trouve avec les RH, on trouve ça. Il y a des absences liées directement à un burn-out. Le burn-out, quand on parle de burn-out, c'est pas simplement parler d'épuisement professionnel, comme on le dit des fois, mais c'est aussi un épuisement presque de vie. Les gens ne sont plus capables de maintenir son énergie et son niveau de vie. Ils tombent en burn-out. Alors, on peut voir là que le lien entre le travail et la santé mentale. On tombe dans le présentéisme aussi, qui est vraiment coûteux pour les entreprises.
Et on commence à voir qu'il y a seulement 6% des employés qui sont engagés dans son travail. C'est quand même un numéro ou un chiffre vraiment petit pour ce que c'est une entreprise. Et tout ça, ça entraîne des coûts qualitatifs parce que tout ça, si on a une personne qui est hors de son contexte, qui est hors de sa situation sociale ou globale, ben, c'est seulement la personne. Mais là, on travaille avec d'autres êtres humains. Alors, cette sensation, elle est contagieuse même. Il va y avoir un impact direct sur les autres collaborateurs, sur les autres salariés, ce qui va faire un manque de créativité, manque d'innovation ou diminution de l'innovation et une perte de productivité à long terme. C'est une entreprise qui n'innove plus, qui n'est plus compétitif, disons. Alors, c'est très important. Il y a une partie qualitative, une partie quantitative aussi. Donc, on voit bien, effectivement, là, ce sont des bénéfices à la fois macroéconomiques, mais microéconomiques, un impact économique. Pourquoi adresser le sujet de la santé mentale? Parce que c'est un impact social, opérationnel et économique avec des chiffres considérables. 14 310 €, je pense que c'est l'étude d'Apicil et de Mozart Consulting sur l'IBET, l'indice de bien-être au travail. Et justement, si on focus un petit peu plus, là je me suis permis de changer la slide, si on focus un petit peu plus sur justement au niveau microéconomique de l'entreprise, quels sont les niveaux adressés que touche en tout cas la santé mentale? Oui, on parlait auparavant que finalement la stratégie, ça va toucher aux trois niveaux essentiels dans l'entreprise. Et on commence à voir, on voit presque tous les mois une corrélation entre l'augmentation de l'engagement, de la santé mentale et la hausse du profit. Alors, d'un côté de la partie direction, on voit une augmentation de la productivité. Les managers aussi sont plus engagés avec ses équipes et on commence à voir comment son avantage compétitif s'améliore dans ce monde qui est constamment en train d'évoluer, disons. De la partie des collaborateurs, on commence à voir une diminution des symptômes d'anxiété et de stress. On voit aussi quelque chose qui pour moi est absolument essentiel et c'est la sécurité psychologique, de se sentir dans un endroit où je peux proposer mes idées sans que pour ça je sois dévalorisée. Je sens que mes besoins commencent à être couverts, je prends des outils ou je commence à apprendre des outils pour faire face aux enjeux du travail, aux enjeux de vie, non, quand on doit faire quand il y a des sujets ou des thèmes que j'ai dans ma vie personnelle et que ça va affecter finalement mon travail. J'ai plus d'informations disponibles pour travailler et il y a surtout une diminution du sentiment d'impuissance et une sensation de solitude qui n'existe plus, ce qui augmente la productivité aussi. Et de l'autre côté du département RH, on voit une amélioration des processus en général, des processus de sélection, d'accompagnement, de tout ce trajet que fait le salarié entre l'onboarding et l'offboarding et que le temps qu'il soit dans une entreprise, si c'est 2 ans, 3 ans, 5 ou 10, que ce soit un temps pour son bien-être, pour son propre développement. Un lieu de travail, ça doit être un lieu d'épanouissement et pas un lieu de peur, et pas un lieu qui nous met tout le temps en garde. Alors, on va accompagner les départements RH. On voit aussi une diminution des risques psychosociaux auxquels ils font vraiment attention. On va voir un impact aussi sur la rétention et l'attraction des talents. C'est un impact sur le turnover aussi. Comme on disait avant, c'est un des processus les plus coûteux. On voit aussi une diminution des arrêts maladie liés à la santé mentale, liés au burn-out, ou liés même à des aspects physiologiques aussi, des organiques. Alors, on voit dans les 3 niveaux comment c'est important et pourquoi c'est stratégique finalement de travailler sur la santé mentale. Là, tu viens d'énumérer un nombre extrêmement important et d'actualité, en fait, de bénéfices sur le fait de considérer la santé mentale comme un axe de performance à la fois sociale, économique et opérationnelle. Je vais vous poser juste quelques questions, mais Joséphine, alors j'ai bien vu les autres questions, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que je les pose pas tout de suite que je vais pas les poser. Notamment celle d'Ariane et si j'arrive à remonter, voilà, et celle d'Evelyne. Je vous invite à utiliser la boîte de questions et pas la boîte de chat pour poser vos questions. Il y a une question qui était posée par Joséphine. Est-ce que tu peux donner la source de ces différents chiffres
Et est-ce que, même si je vois qu'il y a marqué base iFeel, et est-ce qu'il y a une différence entre les grandes entreprises et les PME, TPE? Ben, les numéros, comme tu dis, ouais, je réponds. Les numéros, comme tu dis, c'est la source, c'est une base de données qu'on a interne. Tous les mois, on fait un rapport on fait des rapports spécifiques et ad hoc pour les entreprises et on leur donne le niveau de stress qui sont en train de percevoir les salariés et d'un côté, et de l'autre côté, comment est-ce que les RH sont en train de faire ou de voir le travail proprement dit ou l'engagement de ce collaborateur directement dans l'entreprise. Donc là, c'est la consolidation de l'ensemble des reportings que vous faites pour vos clients, d'une certaine manière. C'est ça. De façon très macro. Et est-ce que vous constatez des différences par taille d'entreprise et éventuellement par secteur d'activité? Pas nécessairement, même s'il y a une petite différence dans certains secteurs, mais finalement, si la personne se sent engagée dans son travail, il va y avoir une manière plutôt ouverte de faire face à la difficulté. Alors, ce n'est pas nécessairement le secteur, mais la personne et comment l'entreprise est en train disons, entre guillemets, de vendre le service aux salariés. Ok. Alors, je vais justement passer aux autres questions. Alors, juste quand même une petite question avant de reprendre les autres questions qui étaient sur la notion d'engagement, notamment. Est-ce que deux questions, tiens. Là, on a vu un certain nombre de bénéfices, mais quel est, toi qui rencontres beaucoup de DRH, quel est le bénéfice qui nous vient du terrain, en fait? C'est-à-dire, le dernier DRH que tu as rencontré la semaine dernière, ou il y a 15 jours, qu'est-ce qu'il t'a dit, avec ses mots à lui presque, j'ai envie de dire, là, c'est de pouvoir vivre la réalité du terrain. Qu'est-ce qu'il t'a dit en termes d'attente et en termes de résultats? C'est la première question. Puis la deuxième question, c'était, on voit une approche là très silotée, la direction, collaborateur, département. Est-ce que ça ne nuit pas finalement à un bénéfice global attendu? Ok, je commence avec la première. C'est juste, j'ai eu une rencontre avec un RH mardi. On a fait c'est juste un cas, mais pour faire l'exemple. On a parlé avec eux, ils avaient une nécessité ou un besoin, il y a quelque chose je ne peux pas dire le nom de la compagnie, bien sûr, mais ils nous parlaient, ils ont eu une difficulté dans leur entreprise et ils nous ont demandé si on pouvait faire un atelier dirigé aux employés pour faire face aux émotions qui commençaient à être un peu en difficulté, qui étaient un peu désorganisées, je veux dire, les émotions qui étaient, il y avait beaucoup de malaise. On a fait un workshop pour eux, on a parlé avec eux, on a donné des outils pour faire face. Et juste hier, j'ai reçu le feedback de cette entreprise qui nous a dit les personnes sont vraiment plus calmes, ils sont plus à l'aise, ils sont plus contents en fait d'avoir vu qu'il y a quelqu'un qui les accompagne. C'est la propre compagnie qui, à travers nous, accompagne à ce moment difficile qu'il traverse. Et c'était que des félicitations, en fait. Ouais. Alors, c'est un peu l'exemple, un peu qualitatif, mais je crois que ça montre vraiment les bénéfices. Ouais, est-ce que c'est difficile de quantifier quand on dit collaborateur plus calme, le fait d'avoir une échelle, c'est effectivement un petit peu compliqué. Je suppose que le DRH ne dit pas ils sont 12% plus calmes. Alors, je vais juste prendre quelques questions supplémentaires. Voilà, alors il y en a, je vais essayer de les prendre. Alors, il y avait des questions qui étaient de la part d'Evelyne, justement, ou de Liliane. Evelyne, c'est qu'entendez-vous par employé engagé? Et Liliane, sur comment mesurez-vous l'engagement du salarié? C'était probablement sur des indicateurs précédents quand tu parlais de salarié engagé. Alors, par salarié engagé, on comprend une personne qui est… c'est vrai que c'est difficile de mesurer quand je le dis comme ça parce que c'est vraiment des termes très qualitatifs, enfin très qualitatifs. Mais une personne engagée, c'est une personne qui a un compromis avec son entreprise, mais aussi qui voit les bénéfices que le travail apporte pour sa vie.
Enfin, si je suis dans un travail ou un poste de travail qui, la seule chose où je fais, c'est quelque chose, par exemple, de très mécanique, où je suis seule à mon travail, je ne suis pas en contact avec personne, et le contenu n'est pas quelque chose à laquelle je me sente complète, ben, je ne vais pas être engagée. Je vais le faire pour le faire, entre guillemets, avec les coûts qui entraînent de présentéisme ou d'absentéisme ou même de turnover. Et c'est ça ce qu'on comprend par quelqu'un d'engagé dans son poste, de quelqu'un qui vraiment a un compromis direct avec l'entreprise parce qu'il reçoit la même chose. Et pour le mesurer, il y a des différents outils. Il y a des tests qu'on utilise directement avec les entreprises. Et eux aussi, ils commencent à mesurer de son côté pour voir si les chiffres vont dans la même direction, parce que des fois, il y a toujours des erreurs statistiques qu'on essaye d'éliminer en utilisant des mesures différentes, un peu pré-test et post-test. Donc, alors, il y a Isabelle qui te pose la question suivante, mais je pense qu'on va y répondre dans la troisième partie qu'on va tout de suite entamer, puis après on prendra toutes les questions. Un agent a des soucis de bien-être, comment procédez-vous? Je pense que le comment est bien juste après. Il y avait aussi une question sur comment faites-vous de Liliane, comment faites-vous quand le salarié ne souhaite pas être suivi et qu'il reste en mal-être? Les RH et managers sont démunis face à ce refus ou déni. Est-ce qu'on adresse ce deuxième point-là? Comment faites-vous sur le comment dans la troisième partie ou tu veux y répondre maintenant? Le comment, on peut le répondre après, dans la partie qui suit. Et pour le refus, c'est un sujet un peu délicat, mais c'est vrai que ça arrive aussi dans la pratique clinique en cabinet privé, disons. Il y a des personnes qui sachent qu'ils ont besoin d'un accompagnement psychologique, mais ils peuvent tranquillement dire non, je veux pas m'en approcher. C'est surtout leur faire voir qu'il y a cette option. C'est toujours une option qu'ils peuvent avoir. Mais des fois, on trouve ça en cabinet privé aussi. Et envers cette idée, si les RH, ils peuvent voir ou même rencontrer ce type de problématique, ça, c'est une problématique par elle-même aussi. Alors, c'est intéressant de la regarder, c'est intéressant de la voir. C'est-à-dire, je n'ai pas compris ce deuxième point. C'est-à-dire que si eux rencontrent cette problématique pour eux-mêmes ou pour les collaborateurs qui font preuve de déni? Non, pour les collaborateurs qui font preuve de déni. Enfin, finalement, c'est aussi une problématique par elle-même. Qu'est-ce qui se passe avec tes collaborateurs qui ne veulent pas être aidés, disons? D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement quelque chose de plus endogène à l'organisation qui génère ce déni? Voilà. Et c'est peut-être quelque chose de personnel, c'est peut-être, et si c'est pas tellement exactement lié à l'entreprise, là, il faut faire un peu la différence, mais c'est surtout que les collaborateurs sachent qu'il y a ce service et qu'il y a ce service d'accompagnement. Alors, regardons dans le comment, parce qu'il y a d'autres questions qui arrivent. On va essayer de toutes les adresser comme à chaque fois. Quels sont justement les champs d'application et comment on peut anticiper ou traiter ces problèmes-là? Très bien. Finalement, ce qu'on dit, les champs d'application et comment faire face, c'est surtout l'anticipation des problèmes. Comme on dit là, l'anticipation des problèmes fait partie de la solution. Quand on parlait avant du tabou et de la stigmatisation et tout ça, ça fait partie du problème. Si on ne parle pas des choses, si on ne parle pas des premiers clients, on ne peut jamais, mais jamais faire face. Alors, il y a une partie, et c'est la manière dont on travaille chez iFeel, c'est pour ça que je peux répondre maintenant à la question d'avant. On travaille dans 3 lignes, la prévention, la détection et l'intervention. Au niveau de prévention, c'est un ensemble de mesures qui veulent éviter ou réduire le nombre de gravité des maladies ou des accidents, ou des handicaps et même des problématiques finalement. Comme je disais avant, ce cas qu'on a eu récemment de cette entreprise qui voyait comment il y avait ce malaise envers les collaborateurs.
On a aussi une partie de détection, c'est-à-dire cette action de détecter, c'est la redondance, mais bon, la présence de chaque chose qui est cachée, quelque chose qui n'est pas nu, qui n'est pas visible à l'œil nu. Et c'est intéressant de le voir ici parce que des fois, on croit que parce qu'on est, par exemple, je vais utiliser des exemples un peu plus physiques. Si, par exemple, je crois que parce que je suis au bureau, et je regarde mes collaborateurs, ça veut dire que je veux détecter s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce n'est pas nécessairement le problème. Et ce n'est pas nécessairement le cas. Je peux être au bureau, je peux être à côté de mes collaborateurs, à côté de mes collègues même, et ne même pas voir qu'est-ce qui se passe. Et ça arrive en fait aussi hors du travail. On peut voir des amis qui sont, par exemple, qui souffrent de quelque chose, ils n'en parlent pas, alors c'est difficile de voir. Et de l'autre côté, on a la partie d'intervention. Des fois, l'intervention, elle est vue un peu comme la dernière ressource, le dernier point où on va faire quelque chose parce qu'on n'a pas pu prévoir, on n'a pas pu détecter, alors il faut intervenir. Mais c'est pas tellement ça, c'est partie de la stratégie. Alors des fois, il faut prévenir et détecter, mais des fois, il ne faut pas nécessairement faire une intervention. Des fois, on peut prévenir, détecter et faire une intervention. Ça fait partie de la même stratégie. Une intervention et avec des exemples un peu plus opérationnels. Chez nous, la prévention, elle est liée, ou la manière dont on la travaille, c'est surtout des ateliers pour les entreprises, pour les clients. Ça peut être des ateliers liés ou dirigés vers les managers, vers les salariés, vers les DRH. Ça va dépendre un peu du sujet. Comme je disais avant, on fait tout ad hoc, on fait tout personnalisé pour nos clients. Des sessions psychoéducatives, du contenu personnalisé dans l'app. Comme je vous disais avant, c'est une application, enfin c'est une appli. Et on a de l'information qui est uploadée, si vous voulez, dans des millisites de chaque entreprise. Au niveau détection, on travaille avec un modèle de triage. Alors, les personnes il y a un système de triage qui cherche à détecter finalement la problématique principale du salarié, du collaborateur. S'il va commencer un processus thérapeutique, il peut bien avoir une partie, c'est chat et support émotionnel, et aussi il y a une partie plutôt thérapie. Et le triage, ce qui va nous aider, c'est à voir quel type d'intervention va nécessiter cette personne. Et finalement, et puis les rapports, finalement, quand on fait les rapports mensuels avec nos clients, on retrouve des taux, par exemple, on voit par exemple des taux d'anxiété qui commencent à s'élever chaque mois. Alors là, on commence à détecter une problématique et on peut commencer à faire des actions liées à ça. Et l'intervention, finalement, l'intervention la plus visible, disons, c'est la thérapie one-on-one, la thérapie online. Des ateliers qui sont plutôt ad hoc pour la problématique qu'ils ont, comme je vous racontais avant, avec cette entreprise qui a eu ce malaise interne, et accompagner dans des situations de crise. Par exemple, des situations de crise, on peut en penser même des deuils, des problèmes très, très, disons, cliniques, et pouvoir intervenir là-dessus. Donc là, tu nous as aussi illustré les 3 temps par des exemples concrets. On va tout de suite prendre des questions. Je vais te demander, au regard du timing qui nous reste, un exercice impossible qui est d'essayer de répondre en 20 secondes à chacune des questions pour essayer de garder du rythme. Première question de Marianne, là, je vais les prendre dans cet ordre-là. Lorsqu'il s'agit des collaborateurs de la fonction RH, c'est-à-dire au service des autres et au service de l'entreprise, qui souffrent des conditions de travail, comment les accompagner? Est-ce qu'il faut les accompagner de façon différente que les collaborateurs d'autres services? On les accompagne de la même façon que les collaborateurs, mais il y a une partie qui s'ajoute, et c'est de leur permettre leurs espaces, enfin de leur permettre la partie RH, quand on travaille avec des RH, ce qu'on retrouve, c'est un peu le carrefour entre la direction et le collaborateur. Alors, eux, ils ont des problématiques.
spécifiques qu'il faut travailler de manière spécifique, mais le soutien émotionnel, c'est le même. Enfin, ils peuvent être des patients aussi, mais aussi, on va regarder la problématique du côté plutôt RH. Alors, il y a des spécificités là qui se voient avec eux. Minviette te pose la question, quels sont les indicateurs à mettre en place pour suivre la santé mentale dans son entreprise et que mettre en place pour détecter les personnes à risque ou en souffrance? Pour suivre, c'est pour ça qu'on travaille. Chez iFeel, c'est ça ce qu'on fait directement. Les indicateurs, nous avons nos indicateurs propres, enfin disons proprement dit chez iFeel, et que mettre en place pour détecter les personnes de risque, travailler avec nous, par exemple. Parce que nous, on fait cette partie de détection et on fait cette partie d'accompagnement direct selon la problématique qu'on puisse voir. Alors, désolé, je vais un peu vite, mais parce que pour essayer d'adresser un peu les différentes questions. Isabelle fait la remarque suivante qui était au sujet de l'agent tout à l'heure, du collaborateur, s'est effondré lors d'un entretien professionnel. Il était en pleurs, je pense le diriger vers son médecin. Est-ce que c'est une bonne démarche, selon toi? Il faut toujours mettre des démarches, il faut toujours chercher la sécurité générale de la personne. S'il y a une personne qui s'effondre, il faut chercher un médecin, bien sûr, il faut chercher ce qui se passe. Et puis après, on pourra voir s'il y avait une partie émotionnelle qui était derrière ou s'il y avait une problématique physiologique. Moi, je le fais tout le temps avec mes patients, notamment avec mes patients qui sont atteints d'un trouble d'anxiété, disons. Premièrement, la partie médecin, médical, voir que tout est en ordre et puis commencer cette démarche émotionnelle. Patricia te pose la question suivante. Comment évaluer factuellement la santé mentale des collaborateurs? Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce qu'il y a des process? Quels sont les bons interlocuteurs? On rejoint un petit peu la question sur les indicateurs de tout à l'heure. Voilà, c'est un peu, ça rejoint un peu la question et ça rejoint un peu aussi la réponse. C'est nous, par exemple, qui pouvons mettre en place les outils, les processus. On a des protocoles spécifiques pour chaque problématique de crise qu'on peut se retrouver. Alors, n'hésitez pas à nous demander. Mariam, toujours, bonjour à tous. Pour l'ajout des conditions à l'acronyme QVCT, des conditions de travail, pensez-vous que l'entreprise, la RH, pourra repenser davantage les pratiques, exemple le stress lié à l'open space, manque de moyens, etc. Je vais essayer de retraduire, pas de la retraduire, mais en tout cas d'essayer de la compléter. En quoi le fait de rajouter le C dans QVT fait évoluer les pratiques RH en la matière? Finalement, ajouter le C, c'est ajouter aussi ce que je connais ou ce que j'apprends de mon collaborateur pour pouvoir donner les réponses ou les outils dont il a besoin. Alors, plutôt que des conditions, c'est la connaissance de ces problématiques directes, des problématiques plus profondes, et pouvoir proposer des idées plus personnalisées. Je ne sais pas si j'ai pris la question par où elle était, mais je crois que c'était ça. En fait, comme je t'ai demandé de répondre en 10 secondes ou 20 secondes, c'est un peu compliqué de penser si vite. Pour essayer d'adresser les différentes questions. Allez, encore une question ou deux. On va voir combien, Patrick te pose la question, combien coûte un audit d'une société de 100 personnes, par exemple? Là, c'est au niveau coût, on s'adapte aux clients, on s'adapte aux besoins. Pas toutes les compagnies, on parle là de 100 personnes, mais on va devoir voir en premier les besoins, les problématiques, les nécessités pour vraiment voir la partie économique. Et on s'adapte. C'est du sur-mesure, donc ça dépend, si je résume la réponse. Comment, pardon? Ça dépend, c'est ça. Non, mais forcément, quand c'est du sur-mesure, ça dépend effectivement du contexte, du cadre, des enjeux, de beaucoup d'éléments. Bon, il est 14h45, donc je ne voudrais pas poursuivre les questions. Je suis désolé pour tous ceux qui ont posé des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, mais parce que vous étiez très nombreux. Moi, j'en ai encore une quand même des questions. D'abord, merci beaucoup, Angelica, pour
pour cet éclairage. On pourrait rester beaucoup plus longtemps sur cette thématique et au regard du nombre de participants et du nombre de questions. J'ai deux questions pour terminer ce webinaire, qui sont les deux questions qu'on pose à chaque fois à nos experts. Quel est ton coup de com' et quel est ton coup de cœur? Le coup de com', c'est qu'est-ce que propose iFeel là? Est-ce que dans le court terme, il y a quelque chose à nous proposer? Et ton coup de com', ton coup de cœur, ça n'a, j'allais dire, presque rien à voir. C'est plutôt à toi de nous faire partager. On est dans l'émotion, donc à toi de nous faire partager un élément plus émotionnel. Parfait. Nos coups de com', surtout découvrir notre appli, découvrir les services, découvrir comment est-ce qu'on peut travailler directement avec le cœur, disons, des entreprises qui sont les salariés, les collaborateurs. Essayer de parler dans un langage émotionnel, mais aussi dans un langage d'entreprise. Alors, c'est ça, c'est regarder l'appli, c'est chercher tous les outils qu'on peut proposer. Et comme coup de cœur, je vous recommande, si vous voulez, un livre qui vient directement dans mon esprit, qui s'appelle Le piège du bonheur. C'est un livre super intéressant qui parle surtout de cette idée de… c'est très pratique en plus, c'est pas un livre de self-help ni rien comme ça, mais c'est très pratique au niveau de regarder comment est-ce qu'on a tout le temps des démarches liées au bonheur et à atteindre cette idée un peu fantastique du bonheur, mais au lieu de rechercher ce qui est important pour nous, ce qui est important pour nos vies et ce qui est important pour notre croissance professionnelle et personnelle. Alors, c'était un peu ça et moi, j'étais absolument ravie d'être ici. C'est mon coup de cœur aussi. Et tu termines. Rappelle-nous le titre de l'ouvrage, le piège. Le piège du bonheur. Le piège du bonheur. Alors, le titre n'est pas forcément dans une note positive, mais c'est effectivement dans la continuité de ton propos précédent. J'ai une citation qui dit le bonheur, c'est le malheur qui se repose, alors il ne faut pas le réveiller. Voilà, je ne sais pas si c'est une bonne conclusion pour ce webinaire, mais je vous partage ça. Merci infiniment, Angelica. Désolé que tu n'aies pas pu nous rejoindre physiquement. Merci à toutes et à tous d'avoir été si nombreux. On a un petit peu débordé en termes de timing, je m'en excuse. Peut-être parce que j'ai fait une introduction un petit peu plus longue que prévu. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 23 février prochain à 11h, dans 15 jours, pour un nouveau webinaire Parlons RH. Ce sera le 71e. Donc, j'aurai le plaisir de recevoir Thomas Cornet, qui est cofondateur de la société Witifit, sur le thème sur l'expérience collaborateur, le vaccin contre les RPS. On reste dans le sujet, dans la thématique. Voilà, et là, on parlera d'expérience collaborateur et toujours un petit peu de santé mentale, mais surtout de RPS. Encore une fois, merci Angelica et merci à toutes et à tous et à très bientôt. Et surtout, portez-vous bien. Voilà.